Bienvenue à toutes et à tous à cette session organisée par Alif sur tous les aspects un petit peu liés à la budgétisation et au reporting financier. Donc, je m'appelle Yvan d'Autriche. Je suis contrôleur financier chez Alif depuis quelques années. Et donc, voilà, c'est moi qui présenterai cette formation et je serai accompagné par notamment une collègue, là, Marion Madoun, qui est contrôleuse financière aussi chez Alif et qui sera avec moi et qui s'occupera aussi de prendre un petit peu les questions et de répondre dans un premier temps sur le chat et pour organiser une petite session de questions-réponses à la fin. Donc on va avoir une heure et demie, quelques petites informations pratiques au début. Donc vous aurez la possibilité de poser les questions uniquement via l'onglet Q&A dans l'onglet. Euh, on les prendra au fur et à mesure qu'elles seront posées. Certaines, on y répondra directement par écrit. Et puis, si on a le temps, à la fin, on essaiera aussi de répondre aux plus pertinentes en fin de session. On ne sera pas en mesure de répondre à des questions spécifiques liées à des projets en particulier. Ces questions-là, elles devront être posées à vos points focaux chez Alif et on pourra y répondre dans un deuxième temps. Là, l'idée, c'est de rester très général sur tous ces aspects liés à la budgétisation et au reporting. C'est un webinaire qui est enregistré et donc on partagera l'enregistrement en fin de session avec tous les participants inscrits et vous pourrez aussi également partager ça avec les personnes qui n'auraient malheureusement pas pu joindre ce séminaire. Donc, les principaux points qui seront abordés pendant cette heure et demie. On va parler un petit peu budgétisation, même si vous êtes présent, c'est que vous avez déjà passé cette première phase de validation de budget, donc vous êtes quand même déjà un petit peu familier avec cet aspect, mais on va aussi, alors on reviendra sur certains aspects un petit peu spécifiques. On va parler reporting financier, on va parler d'exigences en termes et en matière de reporting. On va aussi parler un petit peu vérification de dépenses et audit. Et comme je vous disais à la fin, on va aussi essayer de prendre un petit peu de temps pour répondre à certaines questions. Et en commençant donc sur les aspects vraiment budgétisation, voilà, quelques petits rappels au départ. On parlera un petit peu, voilà, aspect technique, fonctionnement général, et on fera un point un peu plus spécifique sur les amendements. C'est donc un aspect qui n'a sans doute pas encore été vu par grand monde, et donc on prendra le temps de se poser un petit peu. Je vais commencer par quelques rappels assez généraux et qui vont me permettre aussi d'impliquer pas uniquement les équipes financières, mais aussi les équipes opérationnelles, programmatiques, peut-être logistiques. Donc j'espère que parmi les participants, bah, on n'a pas que des staffs financiers, mais qu'on a aussi quelques project managers et pourquoi pas aussi des logisticiens ou des staffs techniques. Moi, ce que j'aime bien, ce que j'aimais rappeler à l'époque où j'étais coordinateur financier, ou quand plus tard, je pilotais des coordinateurs financiers, c'était vraiment de rappeler à eux et aussi aux autres équipes bah, qu'un budget, un suivi budgétaire, c'est pas uniquement un outil qui est fait par la finance et pour la finance. C'est vraiment un outil de gestion de projet au sens large. C'est un outil qui permet ce sont des outils qui fournissent et qui donnent un cadre financier par rapport à la gestion des ressources au sens large afin d'assurer bah, la mise en œuvre des activités, mais ça reste avant tout un outil de gestion de projet au sens large.
avec une grille de lecture, avec un prisme financier, mais qui doit être vu d'une manière un petit peu plus large. Et moi, j'avais toujours tendance à dire, si vous voulez comprendre un projet très rapidement, bah, la manière la plus simple, c'était d'aller regarder le budget. Et un budget qui est bien monté, normalement, il doit permettre de comprendre très rapidement bah, qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que c'est que ce projet, quelles sont les ressources qui seront mobilisées, etc. Donc, et je dis ça aussi, voilà, pour impliquer, pour mobiliser tout le monde. Le budget au moment de sa construction et plus tard les exercices de suivi budgétaire, c'est vraiment des outils bah, qui sont de la responsabilité de toutes les équipes qui sont impliquées dans un projet, pas uniquement les équipes finance. Et un autre point, moi, que j'aimais bien rappeler et que je tire un peu, moi, de mes expériences précédentes, dans des contextes où parfois sur le terrain, les équipes communication, les équipes finance, les équipes programme, les équipes logistiques ne communiquent pas toujours hyper bien. Et ben, le moment où on va monter un budget, le moment où on va mettre un jour un, un suivi budgétaire, bah, c'est un moment où les équipes vont être obligées bah, de communiquer, de partager les informations. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours eu tendance à dire que en plus d'être un outil financier, c'est aussi et surtout, je trouve, moi, un vrai outil de coordination et un outil de communication entre les différents départements. Et dans plein de structures, c'est un petit peu le seul moment un petit peu institutionnel où bah, toutes les équipes bah, s'assoient ensemble pendant 1 heure, pendant 2 heures, et ça peut être toutes les 2 semaines, tous les mois, et partagent les informations pour qu'au final, les équipes finances puissent mettre à jour euh, un budget au démarrage ou un suivi budgétaire pendant le cycle de vie du projet. Donc voilà, je referme un petit peu la parenthèse initiale d'introduction, mais que moi je trouvais intéressante parce que voilà, dans la vie d'un projet, c'est un élément qui est hyper important et encore une fois, qui nécessite des inputs et qui nécessite le travail de beaucoup de monde. Pour revenir sur des aspects un petit peu plus concrets, un rappel que je fais au début, c'est qu'un budget, un budget chez Alif, c'est un élément contractuel. C'est une annexe du Grant Agreement. Et qu'une fois que le Grant Agreement est signé, et ben, toutes les composantes de ce Grant Agreement, dont le budget, ne peuvent pas être modifiées ou amendées sans avoir une approbation préalable et une approbation formelle de la part d'Alif. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne doit pas bouger sans validation. Et on y reviendra un petit peu plus tard, mais toute demande d'amendement ou toute demande de réalignement budgétaire, il doit être effectué à l'aide d'un outil voilà, que je vous présenterai tout à l'heure. Alors chez Alifé, après on regardera un petit peu plus en détail, mais encore une fois, et je pense que vous l'avez déjà vu, on a essayé de développer un outil qui soit intégré et automatisé. Donc on a vraiment développé un outil qui est à la fois euh, budget avec une liste de dépenses qui va aller alimenter différents tableaux de reporting et d'autres éléments un petit peu qui permettent de résumer les informations financières. Donc théoriquement, il y a un système de macros qui doit permettre de mettre automatiquement à jour les différents onglets à partir du budget initial. En général, nous, quand on revoit les propositions budgétaires, on s'assure que le système de formules et de macros fonctionne. Et au moment de la validation, on renvoie une version qui normalement est clean. Mais n'hésitez pas. Et il faut que vous regardiez, que vous vous assuriez régulièrement bah, que les informations dans le budget initial correspondent aux informations que vous allez retrouver plus tard dans les différents onglets de reporting. Ça, c'est de votre responsabilité. Et si vous identifiez des problèmes, vous pourrez à un moment revenir vers nous pour qu'on puisse regarder et régler les problèmes s'il y en a.
Donc voilà, je l'ai dit rapidement et on regardera un petit peu, mais le budget initial, il est lié aux différents tableaux détaillés de reporting financier qui vont répliquer la structure d'origine du budget. Le budget initial, il est également lié à ce qu'on appelle l'onglet Summary. Donc, c'est un- un onglet résumé qui permet de donner une vue d'ensemble et pas forcément hyper détaillé avec toutes les lignes budgétaires, mais le niveau d'avancement et le budget disponible sur les catégories et qui permet voilà, de donner une synthèse un petit peu de la situation financière du projet. De la même manière, et on y reviendra, les onglets de reporting, ils sont liés à une liste de dépenses. Et lorsque vous mettez à jour la liste de dépenses sur la base des dépenses qui sont effectuées pendant le projet, théoriquement, les onglets de reporting se mettent à jour automatiquement. Charge à vous de vous assurer, encore une fois, qu'il n'y a pas d'erreur de formule et que tout ce qui est inclus dans la ligne, dans l'onglet de liste de dépenses est bien rapporté sur les différents onglets de reporting. Un petit screenshot là à quoi ressemble le template. Je ne l'ai pas mentionné, mais vous avez aussi à gauche un onglet instructions où on a essayé vraiment de reprendre euh, voilà, toutes les instructions qui pourraient vous être utiles sur comment remplir les différents onglets, donc que ça soit le budget, la demande de paiement, le résumé, la liste de dépenses ou les différents progress reports. Donc, si vous avez des questions dans un premier temps, n'hésitez pas à vous référer à cet onglet instructions qui doit normalement donner des pistes et des solutions ou des explications en tout cas à des problèmes que vous pourriez rencontrer ou en tout cas voilà, vous donner des informations sur comment remplir certains tableaux. Ensuite, vous avez cet onglet budget initial, donc qui correspond au budget qui a été validé et qui fait partie qui est une des annexes du Grand Agreement. Ensuite, l'onglet Payment Request et Summary qu'on verra un petit peu tout à l'heure, l'onglet Transaction List, la liste de dépenses qu'on regardera un petit peu plus en détail, et les différents rapports, les Progress Reports, donc les rapports intermédiaires financiers. Et comme je vous disais, encore une fois, voilà, tous ces onglets sont reliés par des formules euh, et doivent normalement faciliter un petit peu le travail de tout le monde par cette automatisation. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur vraiment cet onglet budget parce que c'est quelque chose que vous avez déjà tous manipulé si vous êtes ici. Je vais aller très rapidement sur la summary sheet qui est vraiment un, un dézoom et qui permet vraiment de voir par catégorie. Donc ça, c'est des informations qui peuvent être hyper intéressantes pour un directeur de programme ou quelqu'un qui n'a pas forcément besoin de rentrer dans tout le détail, mais pour avoir une vision assez rapide sur la situation financière d'un projet, cet onglet, il permet de dézoomer et de voir par catégorie, donc sur la base du budget initial, euh, le budget contractuel qui a été validé, le niveau de dépenses sur les différents progress reports. Et ce sont des informations en fait qui viennent directement des tableaux de reporting intermédiaires qui eux-mêmes sont alimentés par la transaction list. Vous avez ensuite, alors en fonction du nombre de rapports intermédiaires, mais le total des montants qui sont déjà engagés. Et ça vous permet ensuite de voir voilà, quel est le montant restant à la fin de votre projet. Donc voilà, on a essayé de construire cet outil pour pouvoir zoomer, dézoomer.
Le niveau de détail le plus important étant évidemment la transaction list, la liste de dépenses, où vous avez tout le détail de toutes les dépenses qui ont été enregistrées, qui sont ensuite consolidées dans les différents rapports intermédiaires par rapport et par ligne budgétaire. Et si vous voulez dézoomer encore plus pour avoir vraiment les informations capitales et les plus importantes, vous avez ces informations qui sont retranscrites automatiquement dans ce résumé. Et ce qui permet voilà, de partager aussi cet outil à différentes échelles de responsabilité pour que chacun puisse trouver les informations avec le niveau de détail qui l'intéresse. Voilà sur cet onglet. Et on va ensuite aller directement sur tout ce qui va être lié aux amendements budgétaires parce qu'on a aussi créé un petit tableau qui permet d'engager les discussions et de travailler sur ces amendements. On ira dans le détail tout à l'heure. Euh, Comme petit rappel, donc il faut évidemment que le budget soit dès le départ soigneusement travaillé et planifié. Évidemment, on travaille dans des contextes qui sont compliqués, des contextes, des environnements qui sont volatiles, des situations sécuritaires ou autres qui évidemment peuvent faire changer ou changer la nature du projet ou décaler dans le temps le projet. Et évidemment, il se peut qu'à un moment ou un autre, durant la vie du projet, une modification du Grand Agreement après son entrée en vigueur et spécifiquement une modification budgétaire soit nécessaire pour atteindre les objectifs. Donc une modification budgétaire, ça peut être juste un réalignement. Donc ça veut dire qu'on va réorganiser et redispatcher un petit peu les ressources en conservant l'enveloppe qui avait été initialement définie et validée. Donc là, on va augmenter un chapitre, réduire un chapitre pour X ou Y raisons qui peuvent être justifiées. Un amendement budgétaire, ça peut être aussi ce qu'on appelle une cost extension. Donc ça veut dire qu'on va demander du budget supplémentaire pour telle ou telle raison. Encore une fois, il faudra la justifier. Et c'est un petit peu voilà, le mot d'ordre. Les amendements budgétaires. euh, Ils doivent être anticipés, ils doivent être justifiés, ils doivent être discutés avec le project manager et ils rentreront, comment dire ça, ils prendront effet une fois qu'ils seront formellement approuvés par Alif. Alors, on ira voir après, mais ce tableau là d'amendement budgétaire, par défaut dans l'onglet budget, il est masqué. Vous verrez en fait si vous allez sur la colonne AG, donc tout à droite, il y a un petit plus en haut et si vous cliquez sur ce petit plus, ça va démasquer ce tableau là vous présenter, que je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc, pour revenir un petit peu à ces questions de modification, et ça, une règle qui est indiquée dans le Grand Agreement, mais qu'on discutera tout à l'heure. euh, Tout dépassement par catégorie budgétaire, donc par chapitre de plus de 10%, doit être formellement approuvé par Alif. Et si on en a plusieurs comme ça, on va demander à modifier et réaligner de manière plus formelle le budget. Donc cet amendement, comment ça fonctionne? Donc là, il y a un petit exemple. Donc ce que vous voyez là sur le bloc de droite, c'est ce qu'on a démasqué en cliquant sur le petit plus de la colonne AG. De manière assez simple en fait, et de la même manière que comment vous avez construit le budget initial. Donc pour chaque ligne budgétaire, donc vous avez à gauche le budget initial. Donc les lignes budgétaires, le coût unitaire, le nombre d'unités et le pourcentage d'affectation au projet.
Et donc, si vous souhaitez modifier cette ligne budgétaire, dans un premier temps, on va vous demander en fait d'aller mettre à jour ce petit tableau sur la droite en modifiant soit le coût unitaire ou le nombre d'unités ou le pourcentage d'affectation sur le projet. Si vous devez rajouter une ligne budgétaire qui n'existait pas au début, et ben là, vous faites comme vous faisiez au départ. Vous cliquez sur le petit plus, alors là qu'on ne voit pas ici, je ne sais pas pourquoi, pour créer une ligne budgétaire à travers le système de macro. Donc vous avez une ligne budgétaire qui va se rajouter en dessous là, du Finance Administrator. Donc au départ, on n'a rien, donc on laisse comme ça. Et vous allez remplir sur la colonne de droite, encore une fois, le coût unitaire, le nombre d'unités. Ça va vous donner le nouveau budget qui sera demandé. Vous avez à côté une autre colonne qui va aller automatiquement aller montrer la différence entre ce qui avait budgétisé au départ et ce que vous demandez comme réalignement. Et on vous demandera évidemment de justifier. Et vous avez donc avant ça, vous avez un petit pourcentage qui calcule la variation entre la ligne budgétaire initiale et la ligne budgétaire finale. Et voilà, on vous demandera de justifier pourquoi vous avez besoin d'augmenter ou de réduire telle ou telle ligne. Donc voilà, cette partie, ça va être aussi un moyen d'engager, et c'est sur cette base que la discussion va s'engager avec les équipes d'Alif pour valider cette demande de, de, de mise à jour et d'amendement au budget. Si il y a des échanges et des modifications qui sont demandées, on vous demandera encore de les faire sur cette partie, sur ce bloc de droite. Par contre, une fois que cet amendement sera finalisé, validé et que le nouveau budget sera validé par Alif, il va y avoir une petite manipulation à faire parce que, comme je vous disais au début, tous les onglets sont interconnectés, mais cette interconnexion, elle se fait à partir des informations qui sont sur la colonne de gauche. Donc, pour mettre à jour le budget, il faudra une fois que cet amendement sera formellement approuvé et validé par Alif, il faudra reprendre là, tous ces petits chiffres qui sont sur les colonnes du bloc de droite et les rebasculer sur le bloc de gauche pour que les informations financières se mettent à jour et qu'ensuite ça puisse automatiquement mettre à jour les onglets de reporting. Le nouveau budget entre en vigueur, donc l'ancien n'existe plus, et donc vous avez ce nouvel amendement qui, qui entre en vigueur et le nouveau budget qui est approuvé. Si un deuxième amendement budgétaire est nécessaire pendant la vie du projet, il faudra répéter un petit peu la même manipulation. Et refaire ce travail en travaillant d'abord sur le bloc de droite et une fois validé, aller mettre à jour les informations à gauche. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Encore une fois, hein, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Marion essaye d'y répondre là au fil de l'eau et puis on prendra certaines questions plus tard si besoin. A priori, il n'y a pas de questions, hein, c'est ça, Marion, magnifique, tout est clair. Et surtout, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Euh, Posez toutes les questions que vous avez, on se fera un plaisir d'y répondre. On a vu la partie budgétisation, amendement, etc. Donc on va maintenant aller plutôt sur les aspects de reporting avant de regarder un petit peu plus en détail
les requirements, les attentes un peu techniques en termes de reporting, mais si on va vraiment sur les onglets, on va aller regarder voilà, un petit peu comment ça fonctionne, comment la mécanique un petit peu entre la liste de dépenses, les onglets de reporting, euh, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut mettre à jour. Euh, Rapidement, quelques messages clés avant de rentrer un petit peu dans le détail, hein. Évidemment, le reporting financier chez Alif, il s'inscrit dans un cycle plus global de gestion de projet. Donc, les conditions qui sont relatives au reporting, donc à la fois programmatique et à la fois financier, sont définies dans le Grand Agreement, donc l'article 2.3. Et donc, le nombre de rapports, les périodes de reporting. Donc, les périodes de reporting, ce qu'on entend, c'est vraiment euh, la date de début et la date de fin pendant laquelle vous pouvez rapporter des dépenses. Donc période de reporting et les dates limites de soumission. Tout est détaillé et stipulé dans le Grant Agreement et donc évidemment les partenaires sont tenus de s'y référer. Donc on a développé un format spécifique et alors je devrais même pas l'écrire, mais sauf exception vraiment et dûment justifiée, mais il n'y en a plus en fait d'exception. Donc vous êtes tenu d'utiliser ce format pour faire votre reporting. Et évidemment, en cas de questions spécifiques, en cas de problèmes techniques. Et encore une fois, alors on l'avait pas forcément précisé, mais c'est un format qui est assez nouveau, qu'on a mis en place dernièrement. Donc c'est un format qui tourne, mais on peut avoir de temps en temps des petits bugs ou des choses qu'on comprend pas. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser des questions dans un premier temps à votre focal point, donc votre point focal, le project manager qui ensuite cascadera vers nous, vers Marion et moi, et on pourra soit en discuter de vive voix avec vous, ou voilà, faire des petites modifications si nécessaire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire remonter tout problème technique qu'il peut avoir. On se nourrit aussi évidemment de ces retours pour essayer d'améliorer l'outil. Donc voilà. Et on essaiera évidemment à chaque fois de vous apporter soit les réponses ou des solutions aux problèmes que vous pourriez rencontrer. Petit rappel, encore une fois, donc le rapport financier, il doit impérativement suivre la structure du budget initial et sans validation préalable d'ALIF et d'amendement ou de réalignement, vous ne pourrez pas rajouter une ligne budgétaire qui n'existerait pas dans le budget initial. On y reviendra après, mais comme j'expliquais, ces rapports, ils sont au moins en partie automatiquement alimentés. Donc les rapports, donc les chiffres hein, sont alimentés à partir de l'onglet Transaction List, donc la liste de dépenses. Évidemment, on vous demande de vous assurer que le détail que vous avez dans la liste de dépenses correspond à ce qui ressort. Et encore une fois, si vous identifiez des erreurs, alors souvent c'est un petit problème technique, il faut bien s'assurer que les informations, les lignes budgétaires sont bien rentrées. Et si voilà, vous comprenez toujours pas et qu'il y a vraiment un problème, n'hésitez pas à nous faire remonter et on pourra regarder ensemble. Les overheads, donc les coûts indirects, c'est euh, des dépenses qui sont automatiquement calculées et qui correspondent à un pourcentage des coûts directs. Donc, on vous demandera ni
pièce justificative ni aucune justification sur sur ce qu'on appelle les overheads ou les coûts indirects. De la même manière, ce ne sont pas des dépenses qui doivent être rentrées dans la liste de dépenses, dans la transaction list. J'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est un pourcentage qui se calcule automatiquement sur la base du pourcentage qui a été validé au moment du budget initial, de la validation du budget initial. Chaque rapport financier, une fois qu'il est validé par Alif, il doit être signé par le représentant légal de l'organisation. Vous verrez en bas de page de chaque rapport financier, il y a un petit onglet où vous pourrez signer le rapport et on vous demande de le transmettre voilà, une fois validé en format PDF. Pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc la manière dont les onglets de rapports financiers ont été construits, euh, c'est trois blocs distincts. Donc à gauche, vous allez retrouver le budget contractuel, donc le budget qui a été validé. Donc alors là, j'ai fait un focus, c'est pas un budget complet, mais c'est juste que ça soit lisible, etc. Mais voilà, vous avez la ligne budgétaire, euh, le code de la ligne budgétaire, le libellé et le budget. Donc ça, c'est vraiment le bloc de gauche. Ensuite, vous avez un deuxième bloc au milieu, donc le spending, donc c'est le niveau de dépense. Et les chiffres qui sont là, ils sont automatiquement remplis sur la base de la liste de dépenses. Pour pour que ces chiffres soient automatiquement remplis, il y a deux petites manipulations à faire et ça, il faut bien y penser à chaque fois. Vous voyez, là, je l'ai mis en rouge, tout en haut, il y a ce petit tableau où on va vous demander d'indiquer euh, à quel rapport correspond l'onglet. Donc, si c'est le Progress Report numéro 2, il vous faudra indiquer ici, en haut à gauche, bah, que ce rapport il correspond au Progress Report numéro 2 et indiquer aussi la période de rapport. Même si ça, c'est plus à titre informatif. Mais pour que les formules fonctionnent, en fait, il y a deux informations clés. C'est le numéro du rapport en abscisse et en ordonnée, c'est la ligne budgétaire. Et donc, pour que les chiffres se mettent à jour automatiquement, il faut bien s'assurer dans la liste, dans la transaction list, que toutes les informations sont correctement remplies. Donc, à la fois le numéro de rapport à laquelle la dépense se réfère et la ligne budgétaire. Et à partir de ce qui est indiqué en haut à gauche, voilà, et de la ligne budgétaire qui est sur cet onglet de gauche, les chiffres vont se mettre à jour automatiquement. Ce niveau de dépense, on l'a splitté en deux. La colonne de gauche, alors là, je vois pas c'est quelle colonne, mais voilà, c'est le Actual Expenses for the current period. Ça va vraiment aller chercher les dépenses qui correspondent au Progress Report numéro 2 dans la liste de dépenses pour qu'on puisse, nous et vous aussi évidemment, vraiment faire un zoom et un focus sur les dépenses qui sont rapportées sur la période. Ensuite, pour avoir aussi évidemment une vision un peu plus complète du niveau total de dépenses rapportées à jour, parce que ce qu'on rapporte sur la période, c'est intéressant, mais on veut aussi savoir tout ce qui a été dépensé depuis le début du projet. Donc vous avez cette deuxième colonne, là, donc, c'est en anglais, mais le Actual Expenses from Previous Periods, qui là va faire un consolidé de toutes les dépenses qui ont été rapportées sur les rapports précédents. Donc, alors là, on est dans le Progress Report numéro 2, donc théoriquement, vous auriez uniquement les dépenses du rapport numéro 1, mais si on était dans un Progress Report numéro 3, sur la colonne de gauche, on aurait les dépenses
du rapport numéro 3 et sur la colonne de droite, les dépenses du rapport numéro 1 plus du rapport numéro 2. Et pour avoir la vision complète, on a rajouté la colonne qui fait la somme euh, de ce qui est rapporté sur la période et ce qui est rapporté précédemment, et qui donne le total du deuxième bloc, le niveau de dépenses à date. Et pour que cet outil soit complet, donc on a le budget qui est disponible, on a ce qui est dépensé, mais euh, si on a ça, on a la moitié de l'information. Ce qui va aussi nous intéresser dans une logique de suivi budgétaire, de maîtrise du budget et des coûts, ça va être toute la partie prévisionnelle qui n'est pas encore dépensée, mais qu'il faut anticiper pour s'assurer que à l'atterrissage, donc c'est en fin de projet, la totalité du budget soit utilisée, que la flexibilité budgétaire soit correctement et soit réalisée en fonction des règles et des procédures d'ALIF. Donc, je le rappelle, 10% par catégorie. Et donc, on demande au moment du reporting, et je rentrerai dans le détail après, que les partenaires mettent aussi à jour ces forecasts. Euh, Évidemment, si possible, sur la base du réel. Et donc, quand je dis le réel, c'est des activités qui restent à mettre en œuvre, et que ça soit pas des forecasts théoriques où j'ai une ligne budgétaire à 10 000, j'ai dépensé 5 000, il reste 2 mois, donc je vais mettre 2 500 sur le mois 1, 2 500 sur le mois 2 pour arriver à 100% de dépensés à la fin. Ça fait joli, mais quand on arrive à la fin, en général, on a des problèmes. Et quand on et vous allez introduire des demandes peut-être de réalignement budgétaire ou de no cost extension ou de cost extension. Tout ça, cette gestion un petit peu programmatique sur la base et sur l'analyse des aspects financiers, euh, ça doit se faire aussi et surtout sur la base des prévisions qui doivent être mises à jour de manière régulière. Et là, encore une fois, je fais le lien un petit peu avec la discussion du tout début, où pour que ces informations elles soient à jour et qu'elles soient les plus correctes et les plus proches de la réalité, et il n'y a pas de secret, on a besoin que les équipes financières discutent avec les équipes programmes, avec les équipes logistiques, parce que l'information, en fait, elle est un peu disséminée un peu partout. Les programmes, ils vont savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Les équipes logistiques, eux, ils vont avoir une idée du coût que vont coûter ces activités, parce qu'ils auront un catalogue de dépenses. Il va falloir que tout le monde communique, s'assoie, communique ensemble pour transmettre les informations au financier qui, lui, va les mettre à jour ces informations. Et ça va permettre d'avoir une vision complète et anticipée de la consommation du budget en fin de projet. Alors là, cet onglet, il reprend un petit peu ce que j'ai dit, enfin ce que je viens de dire. Donc voilà, l'importance de ce troisième bloc des prévisions pour avoir la vision complète en fin de projet. Euh, voilà, c'est essentiel pour bien monitorer, bien suivre son projet. Qu'on vous demande de mettre à jour ces prévisions le plus possible sur la base du réel. Alors évidemment, c'est des informations qui vont s'affiner au fur et à mesure, hein. Sur un projet de 2 ans, les 6 premiers mois, on n'a pas forcément tout le détail des activités qui vont avoir lieu sur le deuxième semestre de l'année 2. Mais voilà,
On commence par mettre des prévisionnels sur la base de premières estimations. Ensuite, vous allez récupérer des cotations, donc vous allez avoir une idée un petit peu plus précise de combien va coûter cette dépense. Et voilà, vous allez mettre à jour ces informations et ça va vous permettre au fur et à mesure d'affiner tout ça pour pouvoir piloter de la manière la plus efficace et efficiente votre projet et le budget. Voilà ce que je disais encore une fois, ça va être une base de discussion pour engager des discussions justement sur des demandes d'extension ou de réalignement budgétaire. Voilà. Ensuite, la liste de dépenses. Ok. Pam pam pam. Ouais, donc élément très important parce que ça va être la base de tout le reporting qui va être fait. Donc on vous demande de prêter pas mal d'attention lorsque vous remplissez ces informations parce que nous on va aussi regarder et c'est vraiment le niveau de détail ultime qui nous permettent de pouvoir analyser en fait les rapports financiers. Donc toutes les dépenses individualisées, j'y reviendrai après, que vous considérez comme éligibles, voilà, doivent être enregistrées dans cette liste de dépenses. Il faudra évidemment vous assurer que tous les champs qui sont requis sont bien complétés. Encore une fois, les dépenses, elles doivent suivre la structure budgétaire du budget qui est fourni par Alif et enregistré dans la période de reporting qui correspond et telle que définie dans le budget approuvé. Donc, si la dépense rentre dans les dates du rapport numéro 2, il faudra l'enregistrer comme faisant partie intégrante du rapport numéro 2. Chaque transaction, elle doit correspondre à une seule dépense, donc à une seule facture. Et j'y reviendrai après, mais il faut essayer au maximum à ce que la description de la dépense, elle indique clairement à quoi la dépense se rapporte. Et je viendrai derrière avec quelques exemples. Euh, donc uniquement les coûts directs réels, on n'accepte pas les lump sum dans la liste de dépenses. Si vous, par exemple, payez 5 per diem à 5 personnes différentes, il faudra avoir le détail avec per diem numéro 1 avec la personne, per diem numéro 2 avec la personne, etc. Et pas une lump sum. Il faut que derrière, nous, on puisse retrouver qu'il y ait une dépense, un décaissement qui corresponde à une dépense enregistrée. On n'accepte pas non plus les avances dans les listes de dépenses, c'est vraiment uniquement les factures et les dépenses finales. Comme discuté tout à l'heure, les overheads, pareil, ne sont pas inclus dans la transaction list parce que c'est des choses qui sont calculées automatiquement. La transaction list, elle est cumulative, donc on ne peut pas supprimer une dépense qui a déjà été rapportée et qui a été dans un rapport qui a été validé. Les listes de dépenses, elles doivent être entrées de manière chronologique. Les dépenses de janvier, ensuite les dépenses de février, ensuite les dépenses de mars, etc. Et encore une fois qu'un rapport a été soumis et validé par Alif, vous ne pouvez plus modifier des dépenses qui ont été faites. Vous pouvez faire des ajustements dans les rapports suivants en passant une écriture d'annulation, par exemple. Euh, Vous mettez une contrepartie qui va annuler la dépense, mais les informations des rapports précédents ne peuvent pas bouger. J'essaye d'avancer un petit peu parce que le temps tourne. Donc là, c'est une capture d'écran d'informations que vous retrouvez dans l'onglet là, Instructions au début. Je vais passer et je vais aller sur un exemple que j'aime bien parce que je trouve que les descriptions sont bien remplies. Donc,
À gauche, évidemment, d'indiquer pour qu'ensuite le remplissage automatique par les formules, pour que ça se fasse, indiquer à quel rapport la dépense correspond. Ensuite, indiquer le code de ligne budgétaire. Et ensuite, les deux prochaines lignes, c'est des formules qui vous permettent d'identifier si, par exemple, bah, il y a une petite typo et qu'au lieu d'un point, vous mettez une virgule et que vous mettez, par exemple, sur la première ligne C,2.1, la ligne budget line description, donc la ligne budgétaire du budget initial. S'il y a une erreur, il va y avoir une erreur et donc enfin, l'erreur sera indiquée dans la cellule et ça vous permet de voir si tout est bien rempli. Donc ça se met à jour automatiquement, la description de la budget line sur la base du code que vous rentrez. Le voucher number, donc ça c'est plutôt un numéro unique qui va sortir de votre logiciel comptable ou en tout cas de votre liste de suivi et qui doit permettre d'identifier la dépense spécifique. Payment method, indiquer voilà, si la dépense a été faite en cash, si elle a été faite en chèque ou plutôt par transfert bancaire. Ça nous permet d'avoir un petit peu de visibilité par rapport à ça. La date de paiement de la facture dans la colonne suivante. Et voilà, très, très, très important, la description de la transaction. Et voilà, j'ai pris un exemple où bah, c'est hyper clair en fait. Vous voyez, Payment for ICA Staff, Executive Director, avril 2025. On sait précisément que cette dépense, elle est pour le directeur exécutif sur le mois d'avril 2025. En dessous, Payment for Laborer for May 25, 2025, pareil. 40 travailleurs journaliers, mai 2025, c'est des journaliers, c'est clair. Déjeuner, snack pour les travailleurs, mai 2025. Il n'y a pas besoin de rentrer énormément d'informations, mais de vous assurer que les informations clés qui derrière nous permettent de comprendre à quoi la dépense correspond. Indiquer voilà aussi à quel mois se rapporte la dépense, à quel mois se rapporte le salaire, parce qu'on peut aussi avoir des décalages parfois l'année. Et puis voilà la nature de la dépense. De manière assez simple, hein, vous voyez là qu'il n'y a pas 50 000 signets, etc. Mais on comprend très bien et très vite à quoi correspond la dépense. Et nous, ça nous aide énormément quand on fait nos vérifications. Le nom du tiers, donc le fournisseur, le staff ou peu importe, qui nous permet ensuite, nous, d'aller vérifier quand on demande les documents, les supporting documents. Le montant, comme indiqué dans la facture, sur la facture, pardon. Donc, le montant qui est décaissé en monnaie locale ou en monnaie, en tout cas, la monnaie qui est utilisée pour la dépense. Le détail de la monnaie qui est utilisée. Et ensuite, vu que le projet, le budget est signé en dollars, on vous demande de consolider la dépense en dollars sur la base du taux de change qui est appliqué, nous indiquer aussi le taux de change qui est appliqué. Alors, avant de passer voilà, aux demandes de paiement, s'il s'il vous plaît, porter le plus d'attention possible à cet onglet qui est central et qui permet vraiment d'alimenter et de faire fonctionner tout cet outil de rapport financier. Voilà pour pour la liste de dépenses. Les demandes de paiement rapidement. Donc, sur la base de ce qui est indiqué dans le Grand Agreement, une demande de paiement doit être soumise par le partenaire au format PDF, accompagnée d'une copie des informations bancaires. On aime bien avoir la double pour faire les deux documents pour faire une double vérification parce que de la même manière, on peut y avoir parfois une faute de frappe et ça serait dommage d'envoyer l'argent sur un mauvais compte. La demande de paiement, elle est inclue dans l'onglet.
elle doit être complétée, signée par le représentant légal de l'organisation. Et alors, un petit truc, mais quand vous faites ça et que vous imprimez en PDF, assurez-vous bien et si besoin, modifier un petit peu la taille des cellules pour que toutes les informations qui soient remplies en format Excel soient bien lisibles parce que des fois, voilà, on se rend pas compte et la moitié de l'information est cachée parce qu'on passe de Excel à PDF et derrière, on ne peut pas forcément utiliser le document. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail là sur la Payment Request. Voilà, il y a les informations par rapport aux partenaires, les informations liées à la banque et à la banque intermédiaire si elle est déjà identifiée. Puis ensuite, voilà, des informations liées au projet et plusieurs informations financières le montant total du Grand Agreement, tout ce qui a été déjà dépensé et rapporté à jour, le montant total qui a déjà été reçu par le partenaire, le montant qui est demandé pour la prochaine période, euh, la devise de paiement et ensuite les informations sur le signataire. Voilà, et alors j'accélère encore un petit peu plus parce que le temps file. Marion, il y a des questions? Toujours pas. Bon, bah, du coup, ça me laissera un petit peu de temps pour dérouler. Encore une fois, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si on va maintenant sur les exigences pardon, d'Alif en matière de reporting financier, encore une fois, rapidement, principes généraux, nos partenaires, les grantees, doivent évidemment rendre compte de la bonne utilisation des fonds qui sont octroyés dans les tableaux de reporting. Les montants qui sont rapportés, évidemment, bah, ils doivent être cohérents avec l'avancement des activités du projet qui sont décrites dans les rapports narratifs. Les ajustements budgétaires, donc qui sont acceptés sans validation préalable à hauteur de 10% par catégorie, donc c'est ce qu'on appelle la flexibilité. C'est voilà, une flexibilité qu'on donne à nos partenaires parce qu'on sait que évidemment pendant la durée du projet, il peut y avoir des aléas. En dessous de 10%, vous êtes en droit d'utiliser le budget sans demander une validation préalable, même si nous, on est toujours ravis d'avoir une communication en amont de partenaires qui me disent, voilà, on prévoit de surdépenser cette activité, mais on peut le faire parce que on a moins dépensé sur l'autre. Ça nous permet de vérifier et de valider plus rapidement les rapports. Mais voilà, si l'écart budget, le niveau de dépense est supérieur de plus de 10% par chapitre par rapport au budget initial, il vous faudra solliciter une approbation, une validation écrite de la part d'Alif. Et je fais un petit lien. Là, je vais vous présenter rapidement certains aspects, mais toutes les exigences spécifiques qui sont relatives à ce reporting financier, elles sont détaillées dans une annexe au Grand Agreement. C'est l'annexe 3 qui s'appelle en anglais Requirement pertaining to the financial reporting on Alif grants. Donc n'hésitez pas à vous y référer en cas de question. Rapidement, pour pouvoir apporter une dépense, il faut que vous vous assuriez qu'elle soit éligible. Pour que la dépense elle soit éligible, il faut vraiment vous poser les questions sur les critères suivants. Est-ce que la dépense, elle est raisonnable? Est-ce que la dépense, elle est justifiée par rapport aux activités et aux projets? Est-ce que la dépense, elle est nécessaire et obligatoire pour la mise en œuvre du projet? Donc là, ça veut dire est-ce qu'elle est, et puis, est-ce qu'elle est inclue dans le budget? Est-ce que vous pouvez justifier de l'attribution de cette dépense au projet? Est-ce que vous pouvez de manière formelle relier la dépense au projet? Et est-ce que la dépense, elle est conforme aux principes généraux de bonne gestion financière? Si tous les critères y sont établis et les critères sont OK, la dépense, évidemment, elle est considérée comme éligible et vous pouvez la rapporter. Si un des critères ne l'est pas, la question peut se poser.
En plus de ces cinq premiers critères, il faut aussi que les dépenses que vous rapportiez, bah, vous puissiez les justifier par une pièce justificative appropriée. Et on y reviendra après. La dépense, elle doit aussi être engagée dans le cadre et dans la période de reporting du projet. Donc une dépense qui aurait lieu avant la signature du projet et sans validation préalable d'Alif ou une dépense qui aurait lieu après la fermeture du projet, théoriquement, c'est des dépenses qui peuvent être considérées comme non éligibles si vous n'avez pas eu un OK de la part du project manager d'Alif. Et enfin, et on y revient après, mais toutes les dépenses qui seraient entachées de pratiques non conformes et qu'on identifierait, elles seraient évidemment considérées comme non éligibles. Les critères qui conduisent à la non-éligibilité des dépenses. Donc, premièrement, il y a deux catégories. Donc, c'est des dépenses qui seraient engagées hors du cadre du projet. Et l'autre, ça serait voilà, des dépenses qui seraient entachées de pratiques qu'on jugerait non conformes. Sur les dépenses hors cadre, donc comme je le disais tout à l'heure, bah, des dépenses qui seraient engagées en dehors de la période de mise en œuvre, donc avant ou après, euh, on peut les considérer comme non éligibles. Une dépense bah, qui ne serait pas inclue dans le budget initial, quand bien même vous pourriez justifier bah, qu'elle a un intérêt pour la mise en œuvre du projet ou pour des activités. Si ce n'est pas quelque chose qui a été validé en amont, encore une fois, si vous n'avez pas une validation ad hoc par le project manager, c'est quelque chose qu'on peut retoquer et considérer comme non éligible. De la même manière, une dépense pour laquelle on s'apercevrait bah, qu'elle a été doublement financée, donc rapportée sur deux projets différents, évidemment, on la considérerait comme non éligible. Pour les pratiques non conformes, donc un détournement qui soit total ou qui soit partiel des fonds, toute pratique qui serait jugée des pratiques de corruption ou une pratique frauduleuse ou un achat qui se serait fait en dehors du cadre de procédure ou de politique d'achat du partenaire ou de la politique d'achat d'Alif pourrait aussi être considéré comme non éligible. Euh, Toute dépense où on pourrait identifier un conflit d'intérêt également pourrait être considéré comme non éligible. Donc déjà discuté, mais les dépenses dont le montant cumulé dépasserait significativement, donc significativement ça veut dire plus de 10%, le budget d'Alif, sans approbation préalable, on pourrait la considérer comme non éligible. Tous les frais liés aux taxes, si le partenaire est exempté de TVA, ou si la taxe, donc la TVA en particulier, est récupérable. Évidemment, vous ne pourrez pas charger la TVA dans vos rapports. Et si c'était le cas, on la considérait comme non éligible, parce que ça voudrait dire que on vous la paierait deux fois. Enfin et dernièrement, donc toujours sur la période, la partie cadre, les frais bancaires qui sont facturés par vos banques lors de la réception des fonds d'Alif. Alors après, on ne va pas parler des frais bancaires lorsque vous faites des paiements dans le cadre du projet, mais les frais qui sont liés à l'envoi des fonds par Alif aux partenaires, ceux-là, ils sont considérés comme non éligibles. Donc, vous ne pouvez pas les rapporter. Et sur les dépenses entachées de pratiques non conformes, pour finir, donc tout ce qui serait lié à de la fraude comptable, en plus de tout le reste, la mauvaise gestion de ressources qui entraînerait des pertes financières ou tout comportement qui serait contraire au code de conduite du Grand Prix ou du code éthique d'Alif serait aussi considéré comme non éligible. Et voilà, encore une fois, toutes ces informations, vous les retrouvez dans ce document et sont un petit peu plus détaillées. Mais voilà, on vous donne quelques principes de base sur lesquels voilà, vous pouvez vous appuyer pour vérifier et vous assurer que la dépense est éligible.
Les pièces justificatives, donc comme on disait, pour que la dépense soit éligible, il faut que vous puissiez la documenter, et c'est des choses que nous, on vérifie, ou soit nous directement ou par le biais de nos partenaires, cabinets d'audit avec qui on travaille, et j'y reviendrai après. Euh, voilà. On va vous demander à certains moments d'aller justifier certaines des dépenses à travers les différents documents. Euh, les types de documents qui peuvent être demandés, ça sera les documents qui sont liés aux procédures d'achat. Donc, demande d'achat, les devis, la justification du choix de sélection d'un fournisseur par rapport à un autre, un bon de commande, un bon de livraison. Là, on va aussi aller regarder un petit peu quelles sont les procédures internes de chaque organisation et s'assurer que vous suivez vos procédures. Mais on ira regarder un petit peu tous les documents liés à la procédure d'achat. Ensuite, évidemment, tous les documents qui vont attester de la transaction contractuelle. Donc là, c'est des mots un peu barbares pour dire qu'on va avoir besoin soit de la facture ou de la fiche de paie, ou en tout cas tout document qui va justifier des conditions de la transaction. Et on demande aussi à chaque fois un document qui va attester de l'exécution du paiement. Donc la preuve de paiement, et ça peut être voilà, copie du virement bancaire, du chèque, des reçus de paiement signés. Très rapidement, on sait évidemment que dans certains contextes, obtenir tous ces documents sont pas toujours hyper faciles, notamment dans des endroits reculés. N'hésitez pas à nous faire remonter un petit peu ces risques. On trouve toujours des solutions. Utilisez par exemple des formats de facture interne que vous préparez en avance et qu'ensuite un fournisseur peut remplir à la main en disant voilà, on vous vend tel produit, etc. Avec ensuite une signature, un tampon. Enfin voilà, c'est un document dans certains cas qu'on peut considérer comme valide. Pour une preuve de paiement, de la même manière. Si on est vraiment dans une zone très très reculée, que le fournisseur n'a pas forcément ne serait-ce qu'un tampon payé, et le fait qu'il mette son nom, son numéro de téléphone, le nom de son organisation et une date, nous, on va pouvoir considérer que, voilà, et une attestation comme quoi il a reçu les fonds, on va considérer ça comme une preuve de paiement parce qu'on aura aussi, si besoin, la possibilité d'aller contacter la personne pour vérifier. Donc, on est exigeant par rapport aux documents qu'on attend, mais on a aussi une certaine flexibilité en fonction des contextes, et n'hésitez surtout pas à nous remonter des problèmes que vous pourriez anticiper pour qu'on puisse discuter ensemble de comment voilà, pallier à ces possibles problèmes. Très rapidement, le subgranting. Donc le subgranting, c'est quand vous, partenaires, on signe un projet avec vous et qu'à l'intérieur de ce projet, vous allez euh, attribuer une partie des fonds et à travers une autre organisation, sous-traiter une partie du projet, donc en termes à la fois d'activité et de budget. Et quand cette relation est contractualisée à travers un grand agreement, c'est ce qu'on appelle un subgranting. Et ce qu'on rappelle, c'est que toutes les règles qui ont été détaillées là pendant cette formation, cette introduction, cette formation, elles s'appliquent à ces partenaires, et que vous, en tant que partenaire direct vis-à-vis d'Alif, vous restez pleinement responsable des actes, des omissions, de la performance et de la conformité de vos partenaires. Donc, vous devez vous assurer que les exigences d'Alif en termes de reporting, d'éligibilité, etc., voilà, de tout ça, que ces exigences elles soient bien communiquées à vos partenaires, qu'elles soient communiquées, qu'elles soient comprises et qu'elles soient respectées. Parce que vis-à-vis d'Alif, vous serez
vous, grantee, responsable voilà, de la mise en œuvre de vos partenaires à vous. Voilà. Pour finir, rapidement, la partie vérification des dépenses et audit. Donc voilà, ce qu'on dit, c'est que pour qu'on puisse vérifier de l'exactitude des informations qui sont rapportées dans les rapports financiers, à l'IF, on va à chaque rapport intermédiaire aller sélectionner sur la base de la liste de dépenses plusieurs de ces dépenses et on ira vous demander toutes les pièces justificatives pour nous assurer de la bonne utilisation des fonds et de l'éligibilité des dépenses. Alors, ça reprend un petit peu le slide précédent sur les documents justificatifs, mais voilà, on ira vous demander les dossiers liés au procurement, donc à l'achat, les fiches de paye, les factures, les preuves de paiement, les preuves de livraison des services, un billet de transport ou une carte d'embarquement pour un billet d'avion, l'attestation de participation à des séminaires, la liste de participants à une formation, par exemple. Les preuves d'achèvement, sur des projets plus de réhabilitation, preuve d'achèvement des travaux, les récépissés de réception des travaux, donc des documents un peu techniques. Tout ça, on va vous demander de nous les transmettre voilà, pour nous assurer que tout est bien en règle. Là, prêchant un peu pour notre paroisse et pour nous rendre le travail un petit peu plus facile, quelques bonnes pratiques au moment de l'envoi de ces documents qui nous rendent le travail un petit peu plus facile au moment de la vérification. Et le plus on est content du travail, le plus c'est facile pour nous de vérifier, le, le mieux ça sera pour vous également. Voilà, n'hésitez pas à créer un dossier par dépense et d'inclure toutes les pièces justificatives relatives à cette dépense dans ce dossier spécifique, de bien relier ces dossiers à la dépense correspondante avec un code ou quelque chose qui nous permette facilement d'identifier, voilà, pour cette dépense, il y a ces documents. N'hésitez pas à renommer les documents pour qu'on puisse rapidement savoir à quoi s'attendre en ouvrant. Voilà, boum, ça, c'est le scan de la facture. Ça, c'est le scan de la preuve de paiement. Ça, c'est le scan du dossier d'achat. Ça nous facilite énormément le travail quand on fait nos vérifications. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est des bonnes pratiques qui nous permettent aussi d'aller plus vite, de valider plus rapidement les rapports et donc de déclencher plus facilement et plus rapidement les prochains paiements. De la même manière, sur certains scans où il y a 5 6 pages de documents, n'hésitez pas à surligner en jaune ou toute couleur que vous voudriez, mais les informations essentielles, les montants qu'on va retrouver dans la liste de dépenses pour qu'on puisse très rapidement aller chercher l'information et pas se perdre dans 8 pages d'un document où il y a uniquement une ligne qui va nous intéresser. Nous faciliter aussi un petit peu le travail sur des documents que que vous maîtrisez beaucoup plus pour nous permettre d'aller chercher vraiment l'information qui nous intéresse. Autre chose, quand il y a des factures en langue locale qui ne sont ni anglais ou français, on vous demandera d'aller traduire, et ça peut être de manière très simplifiée, hein, au stylo, traduire les informations les plus importantes sur les factures. Pour qu'on puisse, voilà, de la même manière les lire et les comprendre plus facilement. Ça nous facilite énormément le travail.
Voilà, tout ça, évidemment, dans l'objectif de rendre ce travail de vérification plus facile et pour qu'on puisse plus rapidement nous valider ces rapports, ce qui est aussi à votre avantage pour qu'on puisse débloquer encore une fois les tranches de paiement suivantes. En plus des vérifications que les équipes d'Alif font directement, on se laisse aussi la possibilité de commissionner et de mandater un audit externe pour vérifier voilà, la mise en œuvre des activités qui sont financées et la conformité aux exigences d'Alif. Selon nos procédures internes, tous les projets dont le budget total dépasse 400 000 dollars sont soumis à un audit externe. Ça n'empêche pas qu'on puisse aussi lancer des audits sur des montants inférieurs. Mais voilà, c'est le seuil qu'on a. Et on travaille maintenant depuis plusieurs années avec une organisation, donc c'est BDO qui est un cabinet d'audit international. On travaille avec le bureau UK de BDO qui a une unité qui est spécialisée dans les audits et les vérifications de dépenses des projets internationaux et qui possède aussi un réseau assez développé sur le terrain. Donc BDO UK coordonne l'audit, mais la plupart du temps, on les fait, évidemment, quand c'est possible, sur le terrain avec soit des bureaux BDO dans le pays ou avec des partenaires de leur réseau. Et ils en ont un peu partout dans le monde. Donc voilà. Ne soyez pas étonnés si votre projet dépasse les 400 000 dollars, qu'à un moment, voilà, un audit soit commissionné. L'audit, il se fait pas forcément en fin de projet. Il peut se faire au milieu, enfin, il peut se faire un peu n'importe quand, en fait. Et ça reste à la discrétion d'Alif, avec évidemment en collaboration et en communication, en toute transparence avec le partenaire. Mais voilà, c'est un travail de vérification qui peut être fait à différentes étapes pendant la durée du projet. Voilà, moi c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cette session, hein. L'idée c'était de rester assez large, de couvrir différents aspects, de vous donner quelques conseils très généraux et quelques billes un petit peu plus précises et techniques sur comment se positionner par rapport à ces rapports intermédiaires, comment les remplir, comment les questions à se poser par rapport à l'éligibilité ou à la non-éligibilité. Euh, Marion, est-ce que... Ouais. tu- Ok. Attends, peut-être mets ton micro. Bon, du coup, on va répondre à la question. Ma collègue... Ok. Ok. Bon, je la prends quand même au cas où. Mais les fournisseurs ne donnent pas de reçu de paiement, hein. Le plus simple, enfin, qu'est-ce que tu avais Ouais, c'est ça. Ne pas hésiter à avoir, vous, euh, un petit modèle de reçu de paiement, quelque chose que vous pouvez imprimer dans votre... Ah, ouais, alors, pardon, je vais reposer la question.
La question c'était par rapport aux justificatifs dans certains pays et dans certaines zones un peu reculées, les fournisseurs dans certains cas peuvent pas donner de reçu de paiement. Donc avec par exemple l'exemple du transport local. Et que faire dans ces conditions? Et donc voilà, moi ce que je disais c'était et ce que Marion a répondu aussi, bah, c'est vous d'anticiper, d'avoir en avance imprimé dans vos bureaux 5, 6, 10 petits exemplaires de format interne de reçu de paiement. Et vous demandez simplement au fournisseur ou à l'artisan ou au mototaxi ou peu importe de remplir avec son nom, son numéro de téléphone, date de paiement, la signature et le montant qui est reçu et voilà le pourquoi du comment du paiement et et ensuite ça nous suffit. Euh, donc voilà, il faut vraiment qu'on s'assure que la transaction a eu lieu. Ensuite, on peut on peut aussi s'adapter évidemment à la réalité du terrain. Voilà, et ben écoutez, si c'est bon pour vous, ça l'est aussi pour nous. Encore une fois, donc ah, les questions qui arrivent. Oui, mais en fait, je les ai les questions aussi, donc je peux les regarder. Oui, alors il y a les questions qui arrivent. Donc si pas d'avis de virement, est-ce qu'on peut joindre votre relevé bancaire? Ouais, exactement. Un scan du relevé bancaire. Si c'est un relevé bancaire spécifiquement ouvert pour le projet Alif, vous nous l'envoyez tel quel. Si c'est un relevé bancaire plus consolidé, vous avez aussi la possibilité de masquer les autres informations qui ne sont pas de notre ressort, mais de faire remonter et de nous indiquer voilà, la preuve du paiement spécifique. Donc ça, c'est bon. Question, les difficultés sont dans les transactions vers les pays étrangers. Alors oui, sur l'envoi des fonds dans les pays, bah, on est évidemment dépendant du bon vouloir des banques. On arrive à peu près à répondre et à envoyer les fonds. Ça arrive parfois que ça prenne du temps. Des fois, les paiements reviennent, on les renvoie. Des fois, on essaie d'envoyer dans une autre monnaie. Voilà, on commence à avoir pas mal d'expérience. On travaille avec deux banques différentes, dont une qui nous permet d'envoyer directement des devises autres que le dollar ou l'euro, des devises locales, avec des taux de change qui sont assez intéressants. Donc voilà, on essaye aussi, nous, d'explorer. On essaye aussi d'explorer les différentes options. Mais d'une manière générale, on arrive quand même à envoyer les fonds, même si des fois, voilà, ça prend un petit peu de temps. Une question dans le cadre d'un projet d'Alif, si un employé décide de mettre fin au contrat, alors pour recruter un autre employé, faut-il aviser Alif? Non, ça c'est de la gestion interne à partir du moment où le poste enfin, je vais apporter deux réponses différentes en fait. Si la personne est clairement mentionnée dans la proposition de projet, que c'est un expert très spécifique, et s'il y a un changement, là, en effet, il faudra informer le project manager. Parce que le nom de la personne est inclus dans la proposition. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ça modifie un petit peu le, le cadre du projet. Donc, dans ce cas, oui. Dans le cas contraire, en fait, non, c'est de la gestion interne. À partir du moment où le poste est financé dans le budget, que les conditions d'emploi, donc le montant correspond à ce qui est dans le budget initial, nous, on va pas aller valider des décisions qui relèvent de la gestion interne du partenaire. On s'immisce pas dans ce niveau de détail.
Ouais, le délai moyen du traitement de reporting, bah, ouais, ça va dépendre un petit peu ça va dépendre un petit peu de la charge de travail. On est deux contrôleurs financiers chez Alif pour traiter tous les projets qui sont gérés par 8 project managers. Donc on essaye d'aller au plus vite. Et pour rebondir un petit peu sur la question, bah, le plus, enfin, plus la qualité est bonne en termes de reporting, donc si la transaction list est hyper bien remplie, que les informations sont claires, que les supporting documents, donc les documents justificatifs, sont bien rangés, permettent très rapidement de faire les vérifications. Nous, de fait, on ira plus vite pour répondre à tout ça. Mais entre le report, la revue des aspects narratifs, programmatiques du projet, plus les aspects financiers, ah, il faut quand même compter, je pense, un mois entre le moment de traitement, enfin, entre la réception et le traitement du rapport. Encore une fois, s'il y a des urgences, n'hésitez pas à contacter vos project managers, là, les points focaux, et anticiper cela, hein. La communication et l'anticipation, c'est le meilleur moyen, en fait, pour qu'on puisse être réactif. Alors, une question sur les cartes d'embarquement. Sur nos vols d'une île à l'autre, le boarding pass ne porte pas de nom et est ramassé à l'embarquement qu'appareil. Bon, il nous faut à minima, évidemment, à minima la facture de l'avion. Si la carte d'embarquement n'est pas disponible, à un moment, alors ça peut être en fonction, hein, si vous allez, ou alors oui, ça peut être prendre une photo et que vous gardez, que vous nous envoyez. Si vous voyagez d'un pays à l'autre, pour nous assurer que bah, vous avez bien pris le vol, ça peut être un scan du visa d'arrivée, ça peut être une photo qui prouve que vous participez au séminaire ou à la conférence dans le pays. Enfin voilà, on trouvera toujours un moyen de justifier, de justifier. Euh, Si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous le faire remonter en amont, comme ça on est informé et on trouve une solution ensemble. Le document Canva du rapport budgétaire financier, oui, oui, bah écoutez, vous l'avez déjà à partir du moment où, quand on valide le budget, on vous renvoie à une version finalisée. Et comme je vous disais au début, on est sur un format qui est inclusif. Et donc, avec le budget, vous avez à la fois donc, le budget initial, les onglets de reporting, la liste de dépenses, les demandes de paiement, tout est inclus. Et si vous avez un problème, n'hésitez pas, encore une fois, à redemander à votre point focal et on se fera un plaisir de vous retransmettre le document. Je vois pas d'autres questions. Donc on va considérer que la session est finie. Donc encore une fois, hein, elle s'enregistre, donc on vous fera parvenir l'enregistrement de la session pour que vous puissiez la transmettre à des collègues qui pourraient pas, enfin, qui n'auraient pas pu participer. Euh, on fait la même formation demain en anglais. Donc les invitations ont déjà été envoyées, mais bon, n'hésitez pas si vous avez des collègues anglophones et qui n'auraient pas été informés de transmettre l'invitation parce que voilà, on refait la même chose demain en anglais. Euh, voilà, bah écoutez, 16h27, on est bon. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. J'espère que voilà, cette formation vous a été utile.
Et puis, bah, on attend avec impatience vos futurs rapports financiers, en espérant que la qualité soit au rendez-vous. Et encore une fois, hein, n'hésitez surtout pas à nous contacter via les project managers pour toute question. On est ravis de pouvoir discuter avec vous et d'anticiper tout ça pour que tout ce reporting se fasse de la manière la plus fluide possible. Merci à vous et en vous souhaitant une très bonne fin de journée.